Je donne la parole pour le groupe La France Insoumise à Madame Anne Stenbach-Terrenoir. Merci Madame la Présidente. Je voudrais, Monsieur le Président de l'ASN, vous interroger sur l'avenir de la sûreté nucléaire dans le cadre donc de la fusion entre l'ASN, l'Autorité de sûreté nucléaire, et l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Vous le rappeliez dans une déclaration le 19 janvier 2022, un accident nucléaire est toujours possible et ceux qui prétendraient le contraire prennent une grande responsabilité. Il faut rester réaliste, un accident nucléaire est toujours possible et cela suppose de l'anticipation. Je suis totalement d'accord avec cette affirmation et c'est pourquoi je suis très inquiète. D'abord parce que je pense dangereuse cette fusion lancée tambour battant sur ordre d'Emmanuel Macron sans réelle concertation ni étude d'impact. On ne sait toujours pas quels avantages est censé nous procurer la disparition pure et simple de l'IRSN en termes de sûreté. Mais je suis plus inquiète encore aujourd'hui. Rappelez-vous, les instances représentatives du personnel de l'IRSN et de l'ASN avaient mis en garde pendant les débats quant à la difficulté de tels changements, a fortiori dans un calendrier précipité et intenable. Mais évidemment, comme à chaque fois, les alertes des professionnels ont été balayées par le gouvernement et aujourd'hui, rien n'est prêt, ou presque. Emmanuel Macron, avec sa dissolution ratée, a encore compliqué le calendrier et à 3 mois de l'entrée en vigueur de la fusion, aucun des 17 décrets d'application n'a encore été publié et les instances représentatives du personnel n'ont reçu qu'un pauvre organigramme non détaillé de la future ASNR, sans étude d'impact ni données plus précises. C'est pourquoi, la semaine dernière, ça a été dit, le comité social et économique de l'IRSN a émis un avis défavorable sur le projet d'organisation et a demandé le report d'1 an de la date d'entrée en vigueur de la loi, simplement parce que, justement, rien n'est prêt. L'intersyndicale de l'IRSN a elle aussi alerté sur, je cite, le faible niveau d'élaboration de l'organisation de la future ASNR qui laisse craindre des dysfonctionnements et blocages au 1er janvier 2025 qui ne lui permettront plus d'assurer correctement ses missions d'expertise et de contrôle. Et en effet, là, on fusionne deux forces, deux entités ayant deux statuts différents, ce qui veut dire de grosses difficultés administratives et de vie au travail, et ça ne peut pas se faire en claquant des doigts. Vous étiez d'ailleurs lucide sur cette question, puisque lors de votre dernière audition dans notre commission en novembre 2023, vous disiez qu'il ne fallait pas tarder face aux incertitudes et qu'il était nécessaire de donner des réponses au personnel qui était en attente. Alors aujourd'hui, Monsieur le Président, partagez-vous leur inquiétude? Ne faut-il pas s'alarmer de la mise en œuvre d'une réforme avec un tel enjeu dans un délai aussi court? Et j'ai entendu votre proposition transitoire, mais ne serait-il pas effectivement prudent de retarder la mise en œuvre de la loi au nom de notre sûreté collective? Autre inquiétude, le déménagement de la gestion de la sécurité au ministère des Armées, décidé par le gouvernement, qui nous fait, je crois, prendre un risque. On parle là de la protection militaire de nos installations nucléaires et du transport de matières nucléaires, qui jusqu'ici était pensé en dialogue étroit avec l'IRSN. Logique, puisqu'en cas d'attaque, c'est la population qui est menacée, et que ça devient un enjeu de sûreté nucléaire, c'est-à-dire d'anticipation et de gestion des conséquences d'un accident nucléaire. Donc éloigner ainsi les services de sécurité de l'autorité de sûreté peut être extrêmement lourd de conséquences en cas d'urgence. Je voudrais donc avoir votre regard sur ce changement majeur et ses conséquences. Je vous remercie. Merci Madame la députée, Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente, merci Madame Stenbach-Terrenoir. Je ne partage pas tout à fait votre inquiétude. Tout d'abord, je tiens à souligner que la loi est votée. Elle a été votée et adoptée par le Parlement. Et notre responsabilité, c'est ce que nous faisons chaque jour avec l'IRSN, c'est de faire en sorte que l'échéance qui est prévue par la loi et qui dépend des parlementaires soit respectée et que nous soyons en mesure d'assurer un fonctionnement au 1er janvier prochain. C'est ça notre objectif. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Est-ce que tout est prêt? Pas forcément. Est-ce que nous pourrons fonctionner néanmoins au 1er janvier? Je le crois. Je le crois parce que nous avons fait un choix prudent, sur lequel je ne reviens pas, ce que j'expliquais précédemment, d'avoir une organisation transitoire pour lesquelles l'impact sur les personnels, en termes de changement de mission, est limité à quelques dizaines. Nous avons évalué à une trentaine de personnes sur plus de 2000 personnes au total de l'organisation. Ça nous semble donc tout à fait atteignable. Vous évoquez les décrets qui ne sont pas tous publiés, c'est normal. Il y a un délai de 2 mois avant que le Conseil d'État puisse adopter un décret. Les projets de décrets sont quasiment tous finalisés. Ils vont être, ou ils sont déjà dans le circuit de discussion et d'adoption par le Conseil d'État. L'échéance de fin d'année est pour la grande majorité des décrets qui sont indispensables, d'autres pourront arriver après le 1er janvier, en cours d'être respectés. Donc nous ne sommes pas aussi pessimistes que certains peuvent donner des informations. L'inquiétude, bien évidemment, l'inquiétude existe pour les personnels de l'ASN comme de l'IRSN. Mais je pense que si nous allions vers une idée, et ce ne serait pas de la responsabilité, bien sûr, ce n'est pas le pouvoir de l'ASN de le faire, mais s'il y avait
comme le souhaitaient les personnels de l'IRSN, un report de mise en application de la réforme au 1er janvier 2026, en fait, on conserverait une année supplémentaire, une grosse inquiétude pour l'ensemble du personnel. Nous faisons, et ça me paraît être une bonne voie, nous faisons un pas, nous donnons de la visibilité, nous mettons en place l'ensemble des fonctions support des deux organisations, nous définissons un travail en commun pour pouvoir fonctionner avec les métiers, et de ce fait, nous donnons de la visibilité et de l'ambition qui est, de mon point de vue, de nature à rassurer par rapport aux inquiétudes que vous exprimez. Donc je pense que nous avons pris une démarche prudente, il faut la suivre, nous ne sommes pas responsables du choix de la loi, de la date qui est dans la loi, mais nous faisons tout pour qu'elle soit respectée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je n'ai pas répondu, je suis désolé, sur le deuxième sujet. Le deuxième sujet, je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises en ce qui concerne les choix qui ont été faits par le gouvernement et adoptés par le Parlement sur les sujets que vous évoquez. Quand je compare les situations de l'ASN par rapport à ses homologues à l'étranger, dans tous les pays occidentaux, les questions de sécurité et de sûreté des installations nucléaires civiles sont traitées par la même autorité. J'avais moi-même, dans le cadre des discussions sur le projet de loi, souhaité qu'il en soit ainsi dans le cadre de la réforme. Cela aurait supposé que l'expertise de l'IRSN sur les questions de sécurité des installations civiles, les actes de malveillance, la cybersécurité, soit dans la future autorité en termes d'expertise, voire qu'il y ait un rapprochement entre l'autorité ASN et l'autorité qui est aujourd'hui dépendante du ministère de l'Environnement, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité sur ces sujets. Je n'ai pas été suivi, mais je pense que, comme vous le soulignez, que c'est quelque chose qui n'est pas optimum. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe socialiste et apparenté, je donne la parole à Monsieur